BFM Business, BFM Crypto, le club. Et oui, c'est notre moment crypto chaque jour aux alentours de 16h35. Notre club BFM Crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Alexandre Stachenko à nos côtés également aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Bienvenue, ravi aussi de vous accueillir, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto pour KPMG France. Beaucoup d'actualités assez lourdes en ce moment, très lourdes même sur ce marché crypto et ça pèse aussi sur les cours puisque le Bitcoin redescend à nouveau aujourd'hui à 16 500 $. Laurent Pignot avec nous. Bonjour Laurent. Oui, ravi bonjour. de vous retrouver depuis Zone Bourse. Donc le Bitcoin repart à la baisse de 2%, 16 500 $ en ce moment. Oui, on a bien l'impression que le marché des crypto-monnaies est en train de digérer un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière avec évidemment la chute de FTX. Bien que nous ne savons pas encore précisément jusqu'où l'onde de choc va s'étendre. En attendant, le Bitcoin a chuté de 22% la semaine dernière et se retrouve désormais autour, comme vous le disiez, des 16 500 $ à l'heure actuelle. Alors c'est un petit peu dommage puisque le contexte macroéconomique global commençait un petit peu à s'éclaircir, redevenait un petit peu plus favorable pour les actifs risqués, comme en témoigne l'envolée du Nasdaq la semaine dernière. Mais le Bitcoin a chuté avec FTX. Qui est venu à la fois ruiner l'espoir d'un rebond à court terme, mais aussi anéantir en quelque sorte la confiance qu'avaient certains acteurs envers ce marché des crypto-monnaies dans sa globalité. Alors pour l'instant, d'un point de vue technique, comme je le disais, le Bitcoin tient tout juste cette zone des 16 500 $, un niveau qui ne représente pas forcément un support majeur à long terme. Donc nous pourrions continuer de voir le Bitcoin se laisser un petit peu mourir pour aller chercher de la liquidité autour des 14 000 $ dans un premier temps, puis autour des 10 000 $ dans une phase de capitulation ultime, en attendant que la confiance revienne d'une manière globale sur le marché. En revanche, pour inverser ce scénario un petit peu catastrophe, il faudra inévitablement que le Bitcoin rattrape dans un premier temps franchement les 17 500 $ pour l'instant, et puis idéalement les 20 000 $ durablement, sans quoi nous n'aurions pas finalement de premiers signaux de renversement à court terme. Donc vigilance sur ces prochains jours, notamment avec l'effet domino de certains acteurs qui tombent chaque jour dans le sillage de FTX. Oh oui, grande prudence. Et on rappelle qu'on investit en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin, ça on le dit à chaque fois. Sur l'Ether, même potentiel que sur Bitcoin, même analyse technique que sur Bitcoin. Oui, effectivement, le schéma est assez similaire qu'avec le Bitcoin. Il s'est délesté, donc l'Ether s'est délesté de 22% là aussi la semaine dernière et revient naviguer autour des 1200 $. En revanche, il n'est pas allé chercher ses plus bas annuels. Nous l'avons connu à 880 $ l'unité en juin. L'Ether navigue toujours au-dessus, mais attention, on n'est pas à l'abri de voir son cours retrouver justement ses plus bas annuels si le Bitcoin venait à chuter drastiquement. En attendant, pour retrouver là aussi des premiers signaux de retournement à court terme, l'Ether va devoir repasser au-dessus des 1350 $ et puis idéalement les 1650 $. Mais voilà, comme pour le Bitcoin, vigilance à court terme en attendant d'avoir une vision un peu plus complète de l'étendue des dégâts de la chute de FTX. Laurent Pignot, merci Laurent de nous avoir accompagnés en direct depuis Zone Bourse. Justement, FTX, le scandale, l'affaire, le cataclysme FTX, on en est où? Quels sont... Non, j'oublie tous les termes que vous souhaitez, Guillaume. Il en manque quelques-uns peut-être. On en est où dans cette affaire, Valentin? Quels sont les derniers développements? Alors, les derniers développements, comme on disait effectivement depuis plusieurs jours et particulièrement hier, on est en train de voir malheureusement les dominos qui étaient en relation de près ou de loin avec Alameda Research ou FTX, donc les deux sociétés qui appartenaient en grande partie à Sam Bankman-Fried, donc qui est en l'occurrence le problème de cette grande crise, avoir des problématiques de liquidité ou fermer leurs entreprises carrément et se déclarer aussi en faillite. J'ai retenu quelques actualités. Alors évidemment, FTX est en train de perdre les licences de l'entièreté des pays dans lesquels elle détenait des licences. Aujourd'hui, elle a perdu sa licence en Australie, dans sa succursale australienne. Une information qu'on a apprise qui fait écho à une news d'il y a quelques semaines, quelques mois, qu'on avait aussi traité sur le plateau, c'est que Celsius était aussi exposé à Alameda Research, donc cette entreprise qui avait fait faillite à la suite de la chute de Terra Luna et de son stablecoin, l'UST, qui devait rester $1 et qui n'est pas resté $1, qui avait entraîné le marché dans sa globalité, était aussi pour le coup exposé à hauteur de 12 millions de dollars sous FTX, sous un forme de prêt à Alameda Research. Donc c'était déjà en faillite bien avant FTX, Celsius, mais voilà, on apprend qu'elle était encore plus exposée. On apprend aussi que d'autres protocoles de la finance décentralisée sur Solana qui était l'un des grands axes d'investissement de justement FTX et SBF, est en train de souffrir de cette faillite, notamment parce que il y avait beaucoup de dépôts de ces plateformes CDeFi, donc à la frontière entre la décentralisation et la centralisation, qui avaient des dépôts dans les caisses de FTX, et également que certains
certaines crypto-monnaies qui étaient justement sécurisées par FTX dans leur valeur ont perdu leur valeur puisqu'il n'y a plus les assets qui les sécurisent chez FTX. Et puis, il y a quelques minutes, on a appris justement la difficulté d'une autre grosse entreprise, Genesis Global Capital, qui aussi était un grand acteur puisqu'il détenait 2,8 milliards de dollars sur tout l'écosystème des crypto-monnaies, qui a suspendu temporairement pour l'instant le rachat et l'émission de nouveaux prêts pour ses clients. C'était justement l'objectif de cette entreprise. Donc ils déclarent une grande difficulté et ils citent dans leur communiqué de presse qu'ils ont engagé les meilleurs conseillers du secteur pour explorer toutes les situations possibles et du coup s'en sortir le plus vite possible. Mais voilà, la difficulté et les dominos continuent de se fracasser les uns sur les autres. Cette affaire FTX, Alexandre, elle semble concentrer à elle seule, en une seule affaire, tout ce que la finance traditionnelle a pu produire de pire dans son histoire. Est-ce que, comme certains le considèrent déjà, les cryptos sont mortes? Est-ce qu'elles ont failli, les cryptos, dans leur quête de décentralisation? Alors, je vais répondre avec un petit peu de philosophie. Nietzsche disait, quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde à ne pas devenir monstre soi-même. Et qui regarde longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi. Alors, est-ce que le patron de FTX finalement a regardé trop longtemps dans l'abîme? Est-ce qu'il est devenu le monstre qu'il disait combattre, à qui bien voulait l'entendre? Je pense que non, en réalité. C'est beaucoup plus simple que ça. Il s'agit tout simplement d'une affaire de fraude, une simple fraude en fait. Une simple affaire de fraude. C'est pas plutôt le révélateur, malgré tout, de défaillances spécifiques, systémiques dans cet univers crypto? Non, alors, il faut mettre tous les verbes au conditionnel parce que évidemment là les détails sont pas officiels, la justice n'est pas prononcée, on va attendre plusieurs années etc. pour mettre les verbes au présent de l'indicatif, mais non, a priori il ne s'agirait pas d'un effondrement du monde crypto, il ne s'agit même pas d'une affaire crypto, il s'agit d'une affaire de fraude. Donc comme il existe des fraudes au président dans le monde traditionnel, il y a un malfaiteur qui appelle un salarié qui dit envoyez-moi un virement sur cette adresse, c'est un faux compte et évidemment on perd l'argent, il existe des fraudes à la carte bancaire etc. Bon, c'est pas parce qu'il y a une fraude à la carte bancaire, personne ne crie à l'effondrement du système bancaire ou à la corruption lorsqu'un escroc vient voler de l'argent dans le système bancaire traditionnel. Donc, oui, c'est un intermédiaire. On a déjà beaucoup parlé des détails de cette affaire FTX. Quels enseignements principaux est-ce que vous en tirez? Déjà, quels enseignements sur le rôle des investisseurs privés dans l'univers crypto? Il y a plein d'enseignements à en tirer, c'est évidemment hyper intéressant à analyser, mais déjà, effectivement, sur les investisseurs privés, ils ont créé un monstre. Pour reprendre les propos de Nietzsche, je pense qu'il y aura des comptes à rendre de ce côté-là. Certains fonds vont avoir leur réputation entachée parce que évidemment ils ont fait un manque flagrant de diligence sur ces sujets-là. Je me permets de rappeler qu'au moment de la chute de Terra, j'avais déjà pour ma part appelé les fonds à de la retenue sur les sujets de Web3 parce qu'en fait beaucoup financent n'importe quoi sans aucune vision ou thèse d'investissement et puis après ils sont pris dans des conflits d'intérêts. Donc ils se mettent à faire de la publicité pour des jetons qui n'ont absolument aucun sens. Et donc évidemment l'euphorie crypto ne doit pas faire oublier les diligences élémentaires nécessaires pour se forger une conviction et une thèse solide dans ce milieu-là. Bon, les investisseurs privés, certains d'entre eux sont rhabillés pour l'hiver. Un autre enseignement de cette affaire, Solana. Solana, c'est fini? En tout cas en état de mort cérébrale, pour reprendre les propos du président de la République sur l'OTAN il y a quelques temps, mais des interruptions tous les mois, une centralisation autour d'une figure SBF, surtout d'une plateforme, des fonds de ces projets FTX bloqués, des jetons illiquides avec de l'inflation délirante, des valorisations tronquées. Bon, voilà, je rappelle également les propos que j'avais tenus sur Solana sur ce même plateau il y a quelques mois. Attention, des promesses sont des promesses, pas des faits. Donc dire qu'on fait 1000 fois mieux que Bitcoin sur tous les aspects, en fait c'est une promesse, c'est pas la réalité. Et malheureusement, on voit que ça peut se traduire dans des situations dramatiques. Solana a perdu 95% de sa valeur, c'est ça depuis ses plus hauts, bref. D'autres leçons à tirer de cette affaire FTX? Il y en a des multiples. En troisième leçon, on peut avoir déjà les tokens natifs des plateformes d'échange. Ils sont à prohiber. Ils ne donnent pas droit à des dividendes et leur valorisation, pour moi, elle est déconnectée des services qu'ils proposent. Donc, au moins à court terme, il faut arrêter ce genre de choses. 4, c'est le crépuscule des idoles. Le crépuscule des idoles. Oui, stop en fait à la déification, à l'idolâtrie, dont les médias traditionnels en partie ont été complices. Il a suffi de voir le traitement du cas SBF par le New York Times, même après le scandale. C'est vraiment d'une complaisance inouïe. Donc je pense que c'est un moment de se rappeler que l'anonymat de Satoshi Nakamoto, c'est une chance inouïe. Et j'espère que tout le monde a pu le constater une fois de plus. Oui, Sisi, le patron de Binance, il y a une idolâtrie autour de lui là, qui est en train de se forger. On le voit extrêmement actif. Non, je ne vais pas juger ça, mais je mets en garde sur le fait que ce sont les conditions de l'idolâtrie. Les conditions de l'idolâtrie dans ce milieu-là. Ce sont les leçons que vous tirez, les premières leçons sur le plan financier de cette affaire. Maintenant, on imagine que les régulateurs aussi vont tirer quelques enseignements. Quel message est-ce que
que l'écosystème va tenter de faire passer aux régulateurs face à ce cataclysme? Comment on dit, Valentin, pour qualifier l'affaire FTX? Vous auriez dit Lehman Brothers, Guillaume. Après, je ne sais pas. Attendez, Alexandre, il a fait pire. Sur Twitter, il y a quelques jours, Alexandre, je vous ai bien lu, vous disiez cette affaire concentre à la fois le côté Lehman Brothers, le côté Madoff, le côté Tezos. C'est les trois à la fois. Terranos. Oula, pardon. Oublié. Chut, on efface. Terranos. Ouais. Il a fait pire que moi, vous voyez, Alexandre. Il a combiné les trois. Il va se défendre. Non, mais c'est une grosse affaire, c'est vrai. Non, mais sur le sujet réglementaire, trois choses. La première, c'est que ça ne doit pas nous conduire à une surenchère réglementaire, mais à l'harmonisation. Ça doit être le chantier principal. MiCA n'a pas besoin d'une refonte totale à la lumière de ces événements. Peut-être éventuellement en tirer des enseignements ponctuels sur des sujets intéressants. Les preuves de réserve, oui, effectivement. La séparation des activités de trading ou de plateforme d'échange, ça peut être un chantier. En tout cas, ça peut être intéressant de le considérer. Mais attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a vu ces derniers temps, les traders sur Binance ont par exemple quitté la plateforme récemment pour FTX suite à la volonté de ne pas pouvoir proposer certains services financiers et produits financiers. Donc à la clé, une perte de capital parce que on a poussé un acteur à ne pas proposer certains services. Donc à vouloir trop protéger, on pousse les acteurs à aller vers des boîtes offshore et donc non régulées en France. Donc ça c'est un. Deux, attention, la DeFi n'est pas la cause. On voit déjà des gens qui commencent à dire la DeFi c'est n'importe quoi, etc. À l'inverse, elle marche plutôt bien la DeFi en ce moment parce que les réserves sont transparentes, les ordres sont automatiques et donc pour l'instant elle s'avère plutôt fiable, plus fiable que la finance centralisée sur certains aspects. Je ne vais pas m'avancer plus que ça parce que la finance centralisée, on l'a dit tout à l'heure, il y a des liens avec la finance centralisée, donc ces ponts peuvent être attaqués, etc. C'est vrai, mais c'est intéressant de voir que la DeFi est en train, pour l'instant, de tirer un tout petit peu les marrons du feu. Uniswap voit les volumes échangés exploser. Uniswap est en train de monter sur le podium des plus grosses plateformes. Il est même passé pendant quelques heures devant Coinbase en termes de volume échangé, alors que c'est une plateforme de finance décentralisée. Il avait déjà fait l'année dernière cet exploit, effectivement, et ça va ne conforter que cette dynamique, puisqu'il y a au moins l'auditabilité permanente des fonds grâce à la transparence de la blockchain. Après, je pondère moi-même mes propos. Attention à pas non plus trop faire les malins sur la DeFi, parce que ça fait un an qu'elle prend des attaques tous les mois sur des protocoles, sur des bridges, sur des machins. Donc c'est pas pour dire c'est la révolution tout de suite maintenant et tout va bien, mais en l'occurrence là c'est pas la faute de la DeFi, donc laissez-la tranquille. C'est un appel aux régulateurs, laissez tranquille la DeFi. Arrêtez d'emmerder les Français. Par ailleurs, chose étonnante que personne n'a remarqué, nous avons des milliers d'enquêteurs publics, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est prodigieux. Moi je trouve que c'est hyper intéressant de voir les acteurs centralisés qui sont sous le feu de la rampe. Les flux sont surveillés, ils sont contrôlés, on a le patron de crypto.com qui a dû s'expliquer parce qu'il y a des flux que tout le monde voit. Et donc il doit expliquer, ça vient de là, j'ai fait une erreur, etc. Et donc quelle industrie peut se targuer de cette transparence? Aujourd'hui, pas beaucoup. Mais au-delà du légal, moi ce que je trouve intéressant, c'est que les responsables publics et politiques, ils jouent un jeu très dangereux en ce moment. Non, c'est une blague. Les responsables publics et politiques jouent un jeu très dangereux en ce moment. Il conseille souvent aux gens d'éviter d'investir dans des actifs trop spéculatifs. Attention, si vous investissez en crypto, disent souvent en effet les régulateurs, les autorités et tout. Et vous leur dites, attendez, vous jouez un jeu dangereux. Mais au contraire, ils essaient de protéger les gens, Alexandre. Comme je le disais tout à l'heure, l'enfer est pavé de bonnes intentions. À force de répéter toute la journée que Bitcoin c'est le mal absolu et que ça sert à rien, que c'est pas une monnaie, que je ne sais quoi, ils détournent les gens d'un des seuls projets qui n'a jamais volé les fonds de personne, qui tourne depuis 13 ans, qui est le plus liquide, qui ne dépend de personne. Tout ça, parfois même pour les orienter vers des projets privés aux promesses douteuses. Donc attention, parce que une responsable politique disait récemment qu'il fallait que les acteurs honnêtes, je cite, se fassent plus entendre, et que c'était presque leur faute. On rêve. La même personne, Aurore, si vous nous écoutez. Je ne citerai personne, mais la même personne reprenait les propos anti-Bitcoin de SBF il y a quelques mois. Au printemps, elle se battait pour empêcher la conservation par les particuliers de leurs cryptos, ce qui permet précisément de ne pas s'exposer à des acteurs centralisés potentiellement malveillants, jusqu'à aller proposer d'ailleurs une interdiction. Elle avait proposé un amendement d'interdiction d'autoconservation et elle refusait de parler à l'écosystème en nous traitant de terroristes, meutes sectaires et de je ne sais quoi. Donc tout ça pour aller aujourd'hui incriminer tout l'écosystème, dire il faut plus de régulation, etc. Alors que l'entreprise incriminée, elle se situe non pas en France mais aux Bahamas. Bon, il y a un problème là-dedans. Donc attention, restons vigilants collectivement parce que les projets liberticides vont profiter de l'aubaine pour ressortir des cartons. On a déjà vu quelques projets ressortir et je terminerai également par un petit peu de philosophie, comme le disait Charles Péguy, la tyrannie est toujours mieux organisée que la liberté. La tyrannie, toujours mieux organisée que la liberté. Charles Péguy, vous avez cité Nietzsche tout à l'heure également. À vouloir combattre les monstres, on risque de le devenir soi-même. Exactement. Bon, Abissum Imvocat, pour ceux qui connaissent Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Tout à fait. Donc vous dites aux régulateurs, à vouloir combattre les monstres, vous, régulateurs, risquez de devenir monstrueux. On en est où? Comment le régulateur s'apprête-t-il à réagir à cette affaire FTX? On a déjà des pistes, Valentin? Oui, il y a déjà des pistes qui
sont dans les tuyaux dans le cadre de marketing crypto asset, MiCA, qui vont déjà probablement répondre à une partie des problématiques qui ont aujourd'hui été soulevées par Alexandre, et notamment la capacité à faire la distinction, tu le soulignais, entre les fonds des clients et les fonds des autres structures qu'on peut se permettre d'avoir à côté. Ça, c'est déjà des choses qui sont dans les tuyaux avec MiCA. Créer une étanchéité. Une étanchéité, exactement. Pour préciser, parce que c'est important quand même, après on va toujours me faire passer pour celui qui tape sur tout le monde, on salue le travail de l'autorité des normes comptables, qui est une des premières dans le monde à avoir fait des normes comptables sur la ségrégation, sur les ICO, etc., et qui s'est saisi du sujet assez rapidement. Tout à fait. Mais dans ce cadre, effectivement, tout ce qui est dans la finance traditionnelle, MIF 2 et ce genre de réglementations qui sont déjà présentes dans la finance traditionnelle, de ce qu'on a pu voir dans MiCA, c'est à peu près du copier-coller dans l'ordre de grandeur de l'importance qui sera apportée à ces points de ségrégation et à ces points de fonds propres et à être attentif justement à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec les fonds. Ça, c'est déjà dans MiCA, c'est déjà en place, et toutes ces directives et ces réglementations vont rentrer en application dans les prochaines années, dans les tout prochains mois. C'est très bien, et c'est très bien. L'Union européenne. Là où il faut être attentif, et c'est là où je rejoins tes dires, c'est peut-être avoir davantage d'uniformisation au niveau de l'Europe. La France a été terreau d'accueil de cette réglementation. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se targuer d'avoir Binance, Crypto.com qui viennent ouvrir leur siège européen en France, parce qu'on avait une avance sur la réglementation. Maintenant, il faut attendre qu'elle soit européenne. C'est l'objectif de MiCA, qui empêchera une partie des choses qu'on vient de voir aujourd'hui, et qui empêchera très clairement, si FTX avait été en France, si on veut grossir les traits, qu'il utilise les fonds des clients pour faire n'importe quoi à côté. Et ça rentrera en application dans les prochaines années. Et puis, là où ça ne corrigera pas grand-chose, c'est que même avec MiCA, FTX peut opérer en France depuis les Bahamas. Donc, voilà, c'est là où il faut une. C'est pour ça que l'harmonisation est hyper importante. Oui. Le problème étant que l'harmonisation n'est pas un combat légal, c'est un combat politique, parce qu'il faut avoir des leviers pour influencer les législations qui ne souhaitent pas s'aligner. Et ces leviers, on les a pas beaucoup. Et c'est surtout que je ne connais pas un seul combat sur lequel il y a une harmonisation mondiale. Donc ça peut nous. Voilà. Tu as tout à fait raison. Mais c'est la position de notre association de développement pour l'activité numérique, la DAN, qui effectivement continue chaque jour d'œuvrer dans cette direction avec les difficultés que tu soulignais, mais de la conviction qui leur est propre. Et puisqu'on parle régulation, bientôt en Europe, certaines crypto-monnaies anonymes, voire les cryptos anonymes dans leur ensemble, pourraient se retrouver éventuellement interdites, Valentin. Oui, alors ça fait partie des petites informations qui ont fuité encore chez le média américain qui a mis le feu aux poudres, CoinDesk, il y a quelques semaines avec l'affaire FTX, et qui signale effectivement que XMR, le Monero, Zcash et toutes les crypto-monnaies anonymes pourraient être interdites dans les prochaines années en Europe. Pourquoi ? Parce que c'est des crypto-monnaies et des blockchains qui sont par nature ou qui peuvent être anonymes, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les montants, les adresses de réception, d'envoi, donc ça brouille une partie des flux. Oui. Et on rappelle que ce n'est pas le cas de Bitcoin et d'Ethereum, qui est une blockchain pseudonyme, duquel je ne sais pas quelle est l'adresse d'Alexandre, mais si Alexandre envoie de l'argent pour faire des bêtises, la plateforme par laquelle il est passé connaît son identité. C'est traçable. Et donc, c'est traçable. Et effectivement, c'est ça qui serait en cours de discussion. Attention, on est vraiment sur un document qui a été envoyé aux 26 États membres de l'Union européenne en vue d'une éventuelle adoption pour le sortir des plateformes qui seraient régulées en Europe pour ne pas proposer ce genre de crypto-monnaie. Voilà, donc peut-être un développement à venir dans la régulation sur les cryptos anonymes et éventuellement peut-être un jour interdite en Europe. On va continuer de suivre cela. CoinDesk qui alerte, et vous nous en faites part sur ce plateau du club BFM Crypto. Pendant ce temps, quand même, l'écosystème, même si c'est dur là et que c'est vraiment très très sombre cette ambiance crypto en ce moment, l'écosystème continue de se développer. L'émetteur de l'USDC s'associe à Apple Pay pour développer ses solutions de paiement. Ça, c'est une avancée quand même. Ouais, c'est une avancée qui est très intéressante et qui s'inscrit justement sur l'un des piliers qui est toujours debout aujourd'hui. C'est ce stablecoin qui, lui, n'a pas décroché en mai dernier, qui est toujours debout, qui est le stablecoin de Circle et de Coinbase, l'USDC, qui effectivement commence gentiment à prendre de plus en plus d'importance devant son rival de Tether et de toujours, l'USDT, qui voilà, est très sérieux parce qu'il est auditable et garanti. Alors on dit en 1 pour 1, c'est-à-dire qu'à chaque émission d'USDT sur la blockchain, il y a l'équivalent d'1 dollar dans les comptes en banque de Circle, soit avec un vrai dollar, soit avec tout un tas d'actifs similaires, exemple des bonds de trésor américains par exemple, pour que ça soit toujours garanti. C'est-à-dire que si un jour ça perd la valeur dans la blockchain, vous pourrez toujours aller toquer à la porte de Circle pour récupérer votre dollar. Et effectivement, ils sont en train de travailler avec Apple Pay pour être intégrés à leur circuit de paiement, et ça va dans la bonne direction. Je voulais aussi parler des monstres pour terminer. Des monstres. J'ai le droit aussi de parler des monstres. Un plateau monstrueux. Exactement. Pour citer Antonio Gramsci qui disait, et je vais l'avoir sous les yeux pour ne pas dire de bêtises, le vieux monde se meurt, Alexandre. Le nouveau monde tarde à apparaître.
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. SBF était peut-être un monstre. Nos deux monstres du club BFM Crypto. Monsieur cite des communistes. Non, mais la phrase est pas là. Vous êtes à gauche du plateau, Alex. Oui, mais à la droite du président de l'Assemblée. On a déjà dit. Oui. C'était pas à l'antenne. Un tout petit mot, puisqu'on parle de monstres, des NFT. Mais non, bien sûr, il y a des shit NFT, mais il y a aussi des NFT très intéressants pour la suite. Et alors, les NFT seront bientôt intégrés dans les jeux vidéo de Sony. En tout cas, c'est une hypothèse qui monte de plus en plus. Ouais, alors là, ça fait partie des grosses dynamiques intéressantes. On a du mal à trouver des cas d'usage sur le métavers. On a un peu de mal, des fois, à comprendre les NFT. Là, il y a quand même un gros acteur du jeu vidéo qui s'y intéresse, qui a dévoilé un brevet qui a été déposé l'année dernière et qui s'intéresse à cette technologie blockchain. Tu as souvent entendu ce terme, Alexandre, avant que ça soit plus populaire dans le collectif, pour tracer les objets du numérique et notamment des jeux vidéo. Alors, ça veut dire tout simplement que les NFT en partie vont être intégrés à l'écosystème de Sony, mais eux, c'est pas uniquement pour transférer de la valeur et capturer de la valeur tout au long du jeu vidéo. Exemple, je crée quelque chose dans un jeu vidéo, je peux le revendre sur la plateforme à un autre joueur parce que je l'ai créé de A à Z et je l'ai fait monter en grade. Mais c'est aussi et surtout pour, lors des compétitions officielles, lorsqu'un gant est utilisé par un joueur ou un ballon a été tapé par Karim Benzema dans le jeu, eh bien on puisse suivre que c'est vraiment Karim Benzema qui a joué avec ce ballon-là. Et donc si vous le récupérez, alors c'est vraiment lui qui a tapé dedans virtuellement. C'est surtout cet intérêt-là qu'ils l'ont souligné. C'est sa vraie transpiration. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Quelle phrase de fin. C'était mieux les monstres. Hein. Merci quand même de le relever. Il ne faut jamais gâcher une crise. C'est Winston Churchill qui l'expliquait. On est en pleine crise, ne la gâchez pas. On aura fait tous les bords politiques, vous êtes rassurés, Alex. Exactement. Alexandre Savchenko, cofondateur de Blockchain Partner KPMG France. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, nos deux experts du club BFM Crypto aujourd'hui. Salut messieurs, merci d'être passés nous voir.